Bonjour à tous, Dominique Schnapper, bonjour. Fille de Raymond Aron, vous êtes sociologue, membre honoraire du Conseil constitutionnel. Vous publiez chez Odile Jacob un ouvrage de la démocratie en France, République, Nation, laïcité, des thèmes qui vous sont chers et sur lesquels vous avez consacré plus de 30 ans de travaux. Ces travaux, vous en reprenez une partie justement dans votre livre. Alors, il y a un mot qui revient souvent dans votre livre, c'est la citoyenneté. Vous nous rappelez que dans nos nations démocratiques, celle-ci repose sur l'égale dignité de tous les êtres humains. Un principe légitime, mais un peu utopique, non ? Oui, le régime démocratique est une forme d'utopie, puisqu'il affirme la légitimité de la communauté des citoyens libres et égaux. C'est une utopie, mais c'est une utopie créatrice, puisque à partir de cette utopie, il y a toute une série d'institutions et de législations qui essayent de faire que la réalité sociale ne soit pas trop différente de cette utopie. Maintenant, quand on regarde cette réalité sociale, par notre expérience ou en sociologue, on voit évidemment que les meilleurs principes ne sont pas toujours respectés. Alors justement, on parle beaucoup du populisme, de l'indépendantisme en Catalogne, du refus de la vaccination en France. Donc on voit bien qu'il y a un délitement. Et vous nous dites qu'en fait, les institutions se sont effondrées, c'est-à-dire ? Il me semble que je ne dis pas effondrées, je dis qu'elles sont contestées et fragilisées. Voilà, fragilisées. Et elles sont certainement fragilisées parce que l'individu démocratique veut être libre de critiquer, ce qui est normal, puisque le citoyen, par définition, le citoyen est critique. Mais quand la critique devient extrême et qu'elle ne respecte plus les institutions qui organisent la liberté des citoyens, elle met en danger l'avenir de la démocratie. Et si la contestation est trop forte, si elle porte non plus seulement sur les personnes qui font vivre ces institutions, mais sur les institutions elles-mêmes, la démocratie risque d'être fragilisée, parce qu'être démocrate, c'est aussi respecter, et peut-être d'abord respecter les institutions démocratiques. Alors il y a une question d'actualité qui porte sur le respect de l'orthographe, on va dire, c'est l'écriture inclusive. Est-ce qu'elle porte atteinte pour vous au lien social ? Franchement, ça me paraît ridicule. Ça me paraît ridicule parce que une langue est un héritage. C'est comme de supprimer la Marseillaise, sous prétexte que les paroles ne nous plaisent plus. Refaire l'orthographe sur ce sujet, quand on voit que les gamins maintenant n'ont plus idée de ce que c'est que l'orthographe, que les enseignants eux-mêmes, dans beaucoup d'enseignements secondaires, ne savent plus ce que c'est. Je trouve vraiment que cette introduction est risible, sinon vraiment déplorable. Presque un luxe. Inutile, ridicule. Alors, dans votre livre, vous fustigez la prédominance de l'économie, du social, sur les devoirs et les droits des citoyens. Vous l'illustrez par un événement qui a fait récemment l'actualité, l'installation d'une antenne du Louvre à Abu Dhabi. Je ne fustige pas. Je pense qu'il est tout à fait normal que la démocratie... Vous êtes assez sévère, quand même. Vous êtes assez dans sévère. Ce cas-là, oui. Ah oui. Dans ce cas-là, oui. Dans ce cas-là, nous reviendrons sur Abu Dhabi. Mais sur le Louvre Abu Dhabi. Dans ce cas-là, sur le terme de fustiger, je trouve tout à fait normal que la démocratie assure à tous ses membres des conditions convenables d'existence qui assurent leur dignité, et par conséquent l'activité économique et la redistribution sociale me paraissent liées au projet démocratique. Là où je m'inquiète, c'est quand cette dimension prend la place de la dimension proprement politique et de la citoyenneté. C'est quand la dimension économique et sociale prime celle de la volonté politique. C'est là où il y a danger. Alors, pour le Louvre à Abu Dhabi ? Le Louvre à Abu Dhabi, oui. Vendre le Louvre comme un logo m'a paru choquant, parce que le Louvre, c'est un héritage à la fois d'une histoire, l'héritage des œuvres qui sont transmises de génération en génération, qui ont un sens par elles-mêmes, et que vendre, fût-ce pour 1 milliard d'euros, et le logo, et certaines œuvres,
pour des raisons strictement économiques et politiques qui n'ont rien à voir avec la diffusion culturelle, m'a paru choquant. Très bien. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de burqa, de prière dans la rue. Il y a un an, une étude de l'Institut Montaigne dévoilait que pour 28% des Français de confession musulmane sondés, la charia primait sur les lois de la République. Comment en est-on arrivé là? Oui, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que nos démocraties sont fondées sur l'idée de séparation du politique et du religieux et de la primauté de la loi républicaine sur les pratiques et les convictions religieuses. Et donc, comme la charia se réfère à des pratiques et à des conceptions religieuses, c'est remettre en cause le contrat social sur lequel est organisée la société démocratique. Alors, comment en est-on arrivé là ? Sans doute parce que nous n'avons pas su, je dis à nous, c'est un nous collectif, nous n'avons pas su transmettre à certaines populations l'idée de la valeur de la démocratie, de la nécessité de la défendre et de respecter son principe fondamental qui est cette séparation du politique et du religieux. On ne doit absolument pas y revenir ou y toucher. On peut toucher sur la manière dont se déroule cette séparation, parce qu'en même temps que la séparation, il y a forcément des formes de collaboration entre le public et les églises. L'État religieusement neutralisé négocie avec les différentes églises, avec les différents groupes religieux, c'est tout à fait normal. Donc la séparation est aussi un principe de collaboration. Donc on peut faire évoluer les formes de cette séparation et collaboration avec les différentes forces religieuses en fonction de leurs caractéristiques. Mais le principe de fond, qui est la primauté de la loi républicaine, elle ne peut pas être négociée, même si les modalités de l'appliquer, elles peuvent varier avec l'évolution de la société et des différents groupes. Alors, on va changer de sujet. Emmanuel Macron vient d'effectuer des déplacements à Clichy-sous-Bois, à Roubaix et à Tourcoing pour parler de la politique de la ville et des quartiers pauvres. Dans votre livre, alors je vais peser mes mots, vous ne fustigez pas, mais vous émettez des doutes sur... Ça me ressemble plus. Voilà. Cette formule me ressemble plus. Sur les résultats de la mixité sociale. Oui, il ne faut pas en faire un idéal ou un principe. La mixité sociale n'est pas possible. Les sociétés ne sont pas fluides où chacun peut rencontrer chacun et avoir toutes les relations avec tous les autres. C'est un principe qu'il ne doit pas y avoir d'objection à ces relations entre les différents membres de la société et que tout est possible. Mais en même temps, dans la réalité sociale, nous savons que nous fréquentons des gens qui nous sont proches, soit par les origines, soit par les convictions, soit par les activités. Et l'absence de mixité est dangereuse. Mais il ne faut pas en tirer la conclusion que la mixité est le remède à tous les problèmes de relations entre les groupes. Les sociologues américains ont montré comment longtemps le fait que les migrants d'une certaine origine se regroupaient leur donnait une assurance et une force qui leur permettait ensuite de participer à la société globale. Et donc, il faut prendre la mixité, il faut combattre l'impossibilité de la mixité, mais il ne faut pas penser que par elle-même, la mixité soit un facteur unique ou essentiel ou extrêmement puissant des relations entre les individus dans nos sociétés. Alors, il y a un autre sujet qui fait l'actualité actuellement, ce sont les 700 ressortissants français partis faire le djihad en Irak et en Syrie et qui sont susceptibles donc de revenir en France. Alors, juridiquement, en raison du principe territorial, notre République n'est pas tenue de leur permettre d'être jugés en France, mais il y a des opposants qui font valoir une obligation morale en mettant en avant le risque de peine de mort dans ces pays. Quelle doit être notre position ? J'ai de la peine à vous répondre parce que il me paraît normal que des citoyens français puissent revenir en France pour y être jugés. Mais là, nous sommes à la frontière de ce que les juristes peuvent nous dire. Donc il faut écouter les juristes et savoir d'autre part que c'est un problème politique. Et les récupérer et les laisser sur place comporte l'un et l'autre des inconvénients. Vous pensez que la déradicalisation est possible ? Je veux l'espérer.
Donc pour vous, il faut plutôt leur permettre de revenir. Je trouve qu'il y a une espèce d'obligation morale, puisqu'après tout, ils ont Même été s'ils français. sont extrêmement dangereux. Est-ce qu'ils sont plus ou moins dangereux après avoir été dans ces pays? C'est difficile à dire, puisqu'ils sont partis sur des idées qui ne correspondaient pas à la réalité. Après avoir vu la réalité, est-ce qu'ils seront plus dangereux ou moins dangereux? Qui peut le dire à l'avance? Et est-ce que vous faites une différence entre les hommes et les femmes? En l'occasion, il faudrait connaître la réalité. Parce qu'elles ont des enfants et que c'est difficile de les... Oui, mais il faudrait connaître des cas. Je crois qu'on peut pas dire abstraitement, sans connaître, savoir si c'est des... On ne peut pas adopter une position de principe. Non, si c'est des projets différents dans certains cas ou dans d'autres, je ne sais pas. Bon. Est-ce que vous pensez qu'il existe encore un destin collectif en France? Je pense qu'il en existe plus que les discours ne le disent. C'est-à-dire que nos discours sont partagés entre l'affirmation de l'identité française avec une grande passion et en même temps les discours constatant que le récit national a tellement changé qu'on se demande s'il existe encore. Donc entre ces deux discours extrêmes, je pense qu'il y a une évolution du rapport que nous entretenons avec l'idée nationale, mais en même temps qu'elle est sans doute dans les faits plus profonde que nous ne le disons dans nos discours. Le national, qui est quand même le produit d'une longue histoire, est, je crois, fort et ne devrait pas être sous-estimé. Il a longtemps été sous-estimé et par les chercheurs et par les citoyens. Et je pense qu'il ne faut pas négliger la force du national pour comprendre les comportements. Donc vous terminez cet entretien sur une note d'optimisme. La nation n'est pas la seule organisation politique possible. Son avantage, c'est son histoire et le fait que la citoyenneté s'est toujours exercée au niveau national. Avant qu'elle puisse s'exercer à un autre niveau, infranational ou supranational, le temps sera long et je pense que dans l'immédiat, ce n'est pas souhaitable parce que ce qui reste de citoyenneté s'exprime au niveau de la nation. Écoutez, Dominique Schnapper, merci beaucoup de votre venue. Au revoir. Au revoir.